Sur Ethereum, à peu près, le rendement lié au staking, c'est à peu près 3% annuel. Avec le restaking, tu penses qu'on peut monter à combien? L'inflation pourrait proposer un rendement additionnel de 1,8 à 2%, donc 3% plus 1,8 ou 2%, 4,8 ou 5% au total. Au total, mais ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies un peu dégènes, on en parlait tout à l'heure, dire, ok, avec un collatéral, tu vas sécuriser 10 applications différentes. Ouais. Et est-ce que là, du coup, tu vas monter, je sais pas, à 20% par exemple Si, tout à fait. Est-ce qu'il ne sera pas possible de faire des leviers avec d'autres protocoles qui seront au-dessus de Eigenlayer, de Symbiotic, de Babylon? Welcome to DeFi, quoi. Ouais, tout est possible. On parlait de risque. Est-ce qu'il n'y a pas un risque systémique aussi? Ce serait quoi le risque systémique où finalement tu aurais le château de cartes qui s'effondre? L'avenir du restaking, ça va être quoi les prochaines évolutions? Salut à tous et bienvenue sur Crypto Coulisses. Alors aujourd'hui on va parler de restaking avec Laszlo. Laszlo Sabo, c'est le fondateur de Kiln qui, je le rappelle, est l'un des leaders mondiaux du staking. J'avais déjà reçu Laszlo pour parler de staking il y a quelques jours et aujourd'hui on va parler de restaking. Eigenlayer, Symbiotic, Babylon, Karak, on va voir toutes les solutions du marché et on va voir si le restaking est un bon investissement ou non. Avant que l'épisode ne commence, sachez que j'ai créé Fundlayer. Fundlayer, c'est un club deal pour investir dans des fonds crypto triés sur le volet. Si vous voulez en savoir plus et recevoir les prochaines opportunités, je vous mets le lien en commentaire. Et c'est parti pour l'interview avec Laszlo. Le restaking, c'est un sujet assez vaste qui est en train de révolutionner l'écosystème Ethereum, mais pas que. Et l'idée de l'épisode, ça va vraiment être d'expliquer ce concept, comment ça est en train de bouleverser l'écosystème Ethereum, quel est l'intérêt du restaking, mais aussi quels sont les risques. Est-ce qu'il y a des risques systémiques pour l'écosystème Ethereum et l'écosystème crypto de manière générale? Déjà, pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le restaking? Ouais. Donc on avait abordé le liquid staking dans un autre épisode. Tout à fait. Et le liquid staking, c'est ce principe de réutiliser une position de staking pour avoir de la liquidité dans le reste de la finance décentralisée. Donc c'est presque une utilisation qui est horizontale. Alors que le restaking, c'est l'utilisation d'une position de staking qui, elle, est verticale. C'est-à-dire qu'on va réutiliser une position de staking pour sécuriser d'autres protocoles. Donc, quel est l'intérêt de sécuriser d'autres protocoles? Ethereum, par exemple, a 80 milliards d'Ether, donc 80 milliards en valeur dollar d'Ether qui sont stakés. Donc, c'est un énorme pool de sécurité. C'est un énorme collatéral qui pourrait être réutilisé pour sécuriser d'autres protocoles qui le souhaiteraient, qui seraient beaucoup plus jeunes, qui auraient du mal, on va dire, à demander à plein de validateurs de valider leur réseau et à plein de stakers d'aller staker sur leur réseau. Et donc ces autres protocoles, c'est souvent des protocoles qui sont adjacents à Ethereum, donc par exemple des oracles. Donc un oracle, le principe d'inscrire de la donnée off-chain on-chain, par exemple sur Ethereum, ou ça peut être un L2, donc un layer 2 qui pourrait proposer des transactions beaucoup moins chères que sur Ethereum, mais par contre un nombre de transactions qui ensuite seraient inscrits sur L1, sur Ethereum, ou alors ça peut être ce qu'on appelle les data availability layers qui permettent donc d'avoir toujours la donnée la plus fraîche quand on utilise un L2, ou alors les séquenceurs décentralisés, donc de créer une unicité de la liquidité entre deux L2. Bref, donc en fait, toutes ces applications, ça peut être aussi demain ENS par exemple qui lance un L2 qui aurait pu utiliser du restaking, donc une application d'identité décentralisée qui aurait besoin de lancer sa propre chaîne, mais qui n'aurait pas, on va dire, le nombre d'utilisateurs suffisant ou le nombre de validateurs suffisant pour pouvoir sécuriser cette chaîne. Ils vont aller sur cette marketplace qu'on appelle Eigenlayer. Eigenlayer parce que c'est ceux qui ont inventé le restaking. Maintenant, il y a d'autres protocoles qui se sont lancés. Et on reviendra d'ailleurs sur les différents acteurs. Il y a Eigenlayer, Symbiotic, Karak, Babylon. Exactement. Et en disant, voilà, moi, je viens de lancer une application. J'ai besoin de décentralisation, de collatéral et de validateurs qui vont venir sécuriser ma chaîne. Et donc, est-ce que vous pouvez utiliser donc le collatéral et le pouvoir de validation que vous faites déjà travailler sur Ethereum. Ouais. On va voir que ça peut se passer aussi en utilisant la sécurité d'autres blockchains comme Bitcoin, mais en tout cas l'invention a été faite sur Ethereum. Et on va utiliser par exemple donc, un collatéral de 30 des Ethereum, un validateur sur Ethereum pour sécuriser une autre chaîne. Donc, on a compris l'intérêt pour l'autre chaîne, c'est d'avoir un pouvoir de validation sur un collatéral qui existe avec des validateurs qui sont déjà existants. Et pour l'utilisateur final, pourquoi restaker
donc toi, moi, quel est l'intérêt pour nous à partir d'avoir un Ethereum, pourquoi de le restaker? Parce que tu vas aller chercher la récompense du staking d'Ethereum, donc 3% aujourd'hui, plus ou moins. Et ensuite, tu vas aller chercher la récompense de la validation de cet autre protocole. Donc tu vas pouvoir aller chercher théoriquement des récompenses qui sont plus importantes que ton 3% initial. Ouais, tu vas accumuler les récompenses. Exactement. Et finalement, on peut dire que le restaking, c'est un peu un moyen de déléguer, outsourcer la sécurité de ton réseau à Ethereum finalement. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et alors, ou à Bitcoin. Ou à Bitcoin, non, mais effectivement. Parce qu'on parle de Bitcoin staking. En fait, le principe de Bitcoin, de staking sur Bitcoin, il préexiste à Bitcoin, mais il préexiste, au restaking à Eigenlayer, mais il a vraiment été réinventé, remis au goût du jour depuis que le restaking sur Ethereum existe. Parce que le Bitcoin staking, finalement, c'est l'utilisation de la sécurité de Bitcoin pour pouvoir sécuriser d'autres réseaux. Ok. Alors pour ceux et celles qui ne comprennent pas trop les notions de staking, liquid staking, je vous invite à regarder l'autre vidéo qu'on a faite avec Laszlo, on explique vraiment bien ces termes. Et alors pour aller dans le vif du sujet avec, tu parlais de Eigenlayer, effectivement c'est eux qui ont créé le restaking. Est-ce que tu penses que l'écosystème Ethereum et même l'écosystème crypto va être bouleversé par Eigenlayer de manière générale, par le restaking? À quel point c'est disruptif? Ouais, je pense que ce principe d'utiliser une position de staking qui, elle, soit liquide pour sécuriser d'autres réseaux, c'est assez novateur. Le liquid staking existait, c'est en fait presque un produit de liquid staking, mais qui va aider à sécuriser d'autres réseaux. Et ça, je pense que c'est fait pour rester. Et notamment, encore une fois, ça peut débloquer des cas d'usage comme celui de, en fait, Bitcoin a une sécurité, mais aujourd'hui, elle n'est pas réutilisée pour sécuriser d'autres protocoles ou d'autres applications. Et donc, il n'y a pas vraiment d'ailleurs de rendement ou il n'y a pas vraiment de récompense dans l'écosystème Bitcoin. Donc ça, je pense que c'est fait pour rester. Par contre, ce qui peut avoir des hauts et des bas, ce qui va devoir être soutenu, ce qui va devoir être construit, c'est le volume de ces applications qui utilisent des protocoles ou qui utilisent des marketplaces de restaking. Ouais, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de volume, c'est-à-dire qu'en tant que utilisateur qui fait du restaking, tu prends le risque de prêter à tes Ethers stackés à d'autres protocoles, et donc un risque finalement de se faire slasher les Ethers en question si les protocoles en question déconnent, entre guillemets, mais sans la récompense si finalement les applications en question ne font pas de volume, et donc voilà, tu prends du risque sans la récompense à la clé. Exactement. Donc ce qui se passe aujourd'hui, par exemple dans le cas de Eigenlayer, dans le cas de Symbiotic aussi, dans le cas de Babylon, c'est qu'ils ont tous des tokens, donc ils jouent sur leur propre inflation pour pouvoir offrir de la récompense. Parce que la récompense sur ces plateformes-là, en fait, elle est offerte dans le token du projet en question. Exactement. Et pas forcément... Au début, pour bootstrapper, on va dire, tu vois. L'idée, c'est que demain, ça soit fait majoritairement à travers les blockchains qu'elles sécurisent. Ou les autres applications qu'elles sécurisent, avec la sécurité d'Ethereum ou de Bitcoin, par exemple. Ok. Et est-ce que, finalement, ce serait quoi on parlait de risque, est-ce qu'il n'y a pas un risque systémique aussi? Ce serait quoi le risque systémique où finalement tu aurais le château de cartes qui s'effondre parce que tu as une interconnexion de tous les protocoles entre eux, et donc si un tel se fait slasher, finalement ça va slasher tel. Enfin, en gros, tu vas avoir une cascade, un effet cascade de slashing en fait. Exactement, ouais. Par exemple, imagine que tu peux utiliser les mêmes 32 Ethers, le même validateur de staking sur Ethereum pour valider 10 chaînes à la fois. Parce qu'en fait, juste petite interruption là-dessus, en fait, quand tu utilises ces Ethers via Eigenlayer ou peu importe pour sécuriser d'autres réseaux, il n'y a pas de limite en fait. C'est-à-dire que tu peux sécuriser autant d'applications que tu le souhaites. C'est ça? Alors là, il y a des garde-fous qui sont en train d'être mis en place. Ouais, mais de base... De base, c'était le cas. Ok. Mais de base, il n'y avait pas de slashing. Donc, donc de base, c'était la fête du point, comme on dit dans l'écosystème du restaking. C'est-à-dire, un protocole se lance de restaking. Un opérateur, nous, on fait donc tourner des opérateurs, des nœuds plus des nœuds d'autres chaînes pour que ce soit restaké. Un opérateur faire tourner un ou plusieurs AVS, donc d'autres applications qui vont utiliser la sécurité d'Ethereum. Et plus on faisait tourner d'AVS sur le même collatéral, plus on gagnait de points. Mais plus on prend du risque. Du coup, il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de slashing. Tout à fait. Donc on avait plein de points, on était content, on faisait tourner 17 opérateurs sur le même collatéral. Évidemment, maintenant que on s'approche
et ce n'est pas encore le cas, mais maintenant qu'on va s'approcher du slashing, et ben, on va avoir une approche du risque qui est beaucoup plus granulaire, beaucoup plus fine, et tu peux, en simplifiant un petit peu les offres qu'on pourrait proposer demain, mais on pourrait avoir simplement, par exemple, une stratégie de risk-taking. Donc de dire, en fait, tu as tes Ethers que tu as stakés et on va la réutiliser pour sécuriser une autre chaîne, pas plus. Okay. Mais le risque, il est évident, c'est-à-dire que si tu as 10 chaînes qui utilisent le même collatéral, qui est staké sur Ethereum par exemple, et que tu as une de ces chaînes qui est slashée, et ça va venir brûler le collatéral de ces 9 autres chaînes ainsi que d'Ethereum. Donc il y a un risque systémique pour Ethereum ou Bitcoin parce que ce sont des chaînes qui sont décentralisées, sécurisées, dont la sécurité du réseau n'est plus approuvée. Avec le risk-taking, tu peux avoir ce risque systémique si justement tu ne mets pas en place ces garde-fous. Ouais. En fait, le risque finalement, c'est que le collatéral ne soit pas suffisant parce que comme il sécurise plusieurs applications, en fait, l'idée c'est que s'il y a triche ou on peut slasher, donc récupérer les Ethers stackés pour récompenser les personnes qui ont été lésées sur le protocole en question. Sauf que si le collatéral perd en valeur, il n'y a plus assez de collatéral entre guillemets pour indemniser les victimes, et donc là, c'est là où il peut y avoir en fait un effet cascade. Exactement. Exactement. Ouais, tout à fait. Et justement, c'est vrai que, est-ce que toi, t'as pas cette... T'en penses quoi du fait que Eigenlayer a une TVL, donc un montant loqué, donc immobilisé dans le protocole de 14 milliards. Est-ce que tu ne penses pas que c'était un montant immobilisé qui était trop important, trop rapidement, qu'il y aurait peut-être dû avoir un garde-fou sur Eigenlayer pour limiter le volume utilisé, enfin immobilisé sur la plateforme pour justement... expérimenter un peu ce nouveau concept avant d'aller plus loin? Ouais. Étant le premier protocole de risk-taking, il y a eu une excitation dans l'écosystème de finances décentralisées et une excitation de ceux qui détiennent des tokens pour aller risk-taker. Donc, est-ce que ça a été vite? Pardon. Sûrement, oui. Effectivement, je crois qu'on est passé de 0 à 14 milliards de TVL, donc d'assets qui sont loqués dans le protocole, en quelques semaines. Et il est vrai qu'ils auraient pu peut-être caper un peu plus, mais en même temps, ils n'avaient aucune idée de à quel point l'écosystème réagirait par rapport à cette nouvelle proposition. Donc, par exemple, dans le cas de Symbiotic ou dans le cas de Babylon, ils sont beaucoup plus précautionneux sur le cap donc de ce que tu peux loquer dans le protocole. Babylon, qui est le dernier en date, par exemple, je crois qu'on est arrivé à peu près 1,5 milliard de Bitcoin qui est loqué, et ils vont étaler en fait ces caps pendant 12-18 mois, ce qui n'a pas forcément fait à Eigenlayer. Okay. Ceci étant dit, pourquoi les gens l'ont fait? Évidemment pour aller choper des points, à défaut d'avoir des récompenses récurrentes, puisque à défaut d'avoir des AVS qui proposent et qui commencent à avoir du volume et donc qui payent en gas fees les risk-takers sur Eigenlayer. Et Eigenlayer a dit tiens, regardez, les points, c'est une sorte de airdrop. Si vous avez fait telle ou telle action sur le protocole, on vous donne des Eigen tokens, on vous donne des points pour que vous soyez rétribué de l'action que vous avez opérée sur le protocole. Parce que le jour où en fait Eigenlayer va lancer son token, les points deviendront des tokens. Ouais. Et donc, je crois que de toute façon, le token est déjà lancé. Oui. Et ce qui se passe maintenant que le token est lancé, c'est que eux, ils vont rendre la récompense soutenable et récurrente en disant, puisqu'il n'y a toujours pas de volume sur les AVS, donc sur les applications qui sont sécurisées par la marketplace Eigenlayer, on va vous proposer, on va vous donner une partie de l'inflation des Eigen tokens, ce qui fait que grosso merdo, vous allez gagner 1,8% en plus d'APY, en plus du rendement ou de la récompense que vous avez sur Ethereum de 3%. Donc ça, c'est bien pour 1 an, c'est bien pour 2 ans, c'est bien pour 3 ans, mais au bout de 2-3 ans, il faut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus soutenable, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies de la récompense qui vienne des différentes blockchains qui ont été sécurisées, parce que, encore une fois, dans le staking, si tu ne bases que ta récompense sur l'inflation, c'est pas soutenable sur le long terme. Il faut un vrai volume, il faut des vrais utilisateurs derrière qui puissent payer pour un rendement. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'en gros, c'est un vrai pari. C'est-à-dire que le pari, c'est que les applications
que viennent sécuriser EigenLayer, Symbiotic, prennent de l'importance en termes d'utilisation et donc génèrent, on va dire, du rendement pour ensuite redistribuer les frais, les frais générés via l'utilisation aux utilisateurs pour sécuriser le réseau. Sinon, en fait, les utilisateurs, de toute façon, n'auront pas d'incentive à terme pour sécuriser ces réseaux. Ils auront les risques, mais pas les avantages. Exactement, tout à fait. Yes. Et peut-être qu'on peut... alors, je voudrais, pour que ce soit clair pour tout le monde... On a réussi. mais je voudrais justement, tu vois, pour que ce soit clair pour tout le monde, réexpliquer, tu vois, la notion entre AVS et opérateur. Donc vous, par exemple, Kin, vous êtes un opérateur. Et en fait, en tant qu'opérateur, vous allez déléguer en fait, à plusieurs AVS. Ouais. Et limite, en fait, vous pouvez créer plusieurs packages, c'est-à-dire plusieurs offres. C'est-à-dire qu'il y aura Kiln 1, je sais pas, Kiln 2, Kiln 3. Kiln 1, par exemple, c'est pour sécuriser l'application A. Kiln 2 pour sécuriser l'application A et B. Et peut-être Kiln 3 pour sécuriser A et C ou même B. Ouais, tout à fait. EigenLayer, effectivement, dans EigenLayer, tu as 3 parties différentes. Dans Symbiotic, il y en a 4. Ouais. Et d'ailleurs, les 4 parties arrivent sur EigenLayer. Donc, EigenLayer lance son protocole et dit... Effectivement, tu as des blockchains qui cherchent de la sécurité, donc qui vont réutiliser la sécurité d'Ethereum en l'occurrence. Tu as des opérateurs qui vont faire tourner donc les validateurs Ethereum, mais aussi les validateurs de ces autres blockchains pour pouvoir opérer ce travail de validation. Et tu as les stakers qui vont aller staker donc, sur des opérateurs comme Kiln. Nous, en l'occurrence, sur EigenLayer, on est le plus gros. On a le plus de Eigen restakés. Enfin, en tout cas, je crois que c'était le cas jusqu'à la semaine dernière où Coinbase est arrivé sur la photo. Ouais. Et donc, effectivement, tu as ces 3 parties. Staker ou blockchain, qui sont sécurisés avec Ethereum, les opérateurs et les restakers. Symbiotic explique, donc tu as raison sur ce point, qu'on allait avoir potentiellement un opérateur avec une stratégie, un opérateur A avec une stratégie, un opérateur B qui allait sécuriser peut-être un autre AVS ou 2 autres AVS, etc. Symbiotic dit, en fait, il devrait y avoir une séparation entre ceux qui valident les transactions, donc l'opérateur et le staker, et ceux qui font les stratégies. Qu'aujourd'hui dans la DeFi, on peut appeler stratégiste ou curateur, que tu retrouves d'ailleurs dans les protocoles de lending, par exemple, comme Morpho. Complètement. Qui vont déployer des vaults et qui vont eux-mêmes faire des stratégies donc via le vault ou apporter de la liquidité dans ce vault. Et ce principe, il a été apporté par Symbiotic dans l'écosystème du restaking. Ce qui fait que la stratégie, c'est plus l'opérateur qui l'a choisi, c'est ce stratégiste. Et ensuite, il peut aller utiliser plusieurs opérateurs en dessous qui, eux, vont faire le travail de validation. Ok. Ça crée plus de flexibilité. EigenLayer, ayant vu Symbiotic, se sont dit, tiens, on va faire la même chose. Ok, très clair. Donc on a parlé de EigenLayer, de Symbiotic. Alors peut-être petite différence entre les deux. Donc EigenLayer, le montant que tu peux staker n'est pas capé, contrairement à Symbiotic, qu'il est actuellement. Il y a plein de pools de restaking qui sont bloqués sur Symbiotic parce qu'elles ont été atteintes à 100%. Et est-ce que tu peux expliquer la différence aussi maintenant avec Karak et Babylon? Ouais. En fait, Babylon, c'est assez intéressant comme principe. C'est l'idée que comme tu peux réutiliser la sécurité d'Ethereum pour pouvoir sécuriser d'autres chaînes, tu pourrais faire la même chose avec Bitcoin. Donc, en fait, le problème que tu as dans l'écosystème Bitcoin, disons depuis FTX, et depuis la chute des prêteurs centralisés dans la crypto, parce que tu avais des risques de contrepartie qui étaient trop importants entre l'emprunteur et le prêteur, qui étaient des grosses plateformes crypto, mais qui n'étaient pas encore assez matures et qui pouvaient faire défaut. Ouais. Donc tu avais du rendement en Bitcoin de 2 à 10% selon le prêt ou l'emprunteur, qui pouvait être risqué. Et qui n'était pas décentralisé. Par définition, c'était un prêt de société A à société B. Post-FTX, qui fait défaut sur une partie en fait, de ces positions qui en même temps étaient leveragées justement dans du prêt ou de l'emprunt, il y a une confiance qui se perd dans les rendements autour de Bitcoin. Donc tu n'as plus vraiment de rendement
autour de Bitcoin quand toi, tu as un peu de BTC sur un ledger ou dans un échange. Ouais. Le seul que je verrais, tu vois, c'est limite, tu convertis en WBTC et tu peux t'amuser à faire la DeFi, que ce soit sur Morpho ou ailleurs. Exactement. Mais ouais, effectivement. Tu as raison. C'est-à-dire, ou alors du wrap Bitcoin sur Ethereum, mais tu n'en as pas forcément natif, et tu en as moins dans d'autres écosystèmes en dehors d'Ethereum. Complètement. Et donc, ce que invente Babylon, ou en tout cas, ils se disent, bah tiens, on a vu ce qui se passait sur Eigenlayer et le restaking, cette notion de réutiliser la sécurité de Ethereum pour pouvoir sécuriser d'autres chaînes, on va faire la même chose sur Bitcoin. On va collatéraliser des Bitcoins sur la chaîne principale Bitcoin via Taproot. Donc en fait, ils ont un bout de code qui va permettre de bloquer ces Bitcoins, et grâce à ces Bitcoins, on va aller sécuriser et valider d'autres chaînes qui sont en dehors de l'écosystème Bitcoin. Et ce collatéral peut se faire slasher, donc peut être brûlé en partie s'il y a les conditions classiques du slashing, c'est-à-dire par exemple le fait de double signer des transactions ou un bloc sur une autre chaîne. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, on va aller choper la récompense de cette autre chaîne avec des bitcoins qu'on aurait stakés. Donc ça, c'est le principe de Babylon. Et ça apporte un rendement qui est avec du bitcoin staké en tokens qui ne sont pas du bitcoin, qui sont les tokens de l'autre chaîne qu'on sécurise avec ces BTC. Ouais. Donc par exemple, c'est-à-dire que si tu bloques tes bitcoins via Babylon et que pour sécuriser, je sais pas, sur Solana, j'ai au pif, je sais pas si vers Solana, mais en gros tu recevras en sol tes... C'est plutôt des chaînes qui ont besoin de sécurité, donc pas Solana. Solana, ils ont 68 milliards de... Oui. Et en gros, bon bref, tu recevras dans les tokens de... mais en tout cas, voilà, et ça c'est intéressant parce que ça te permet de jouer de t'exposer à la DeFi avec du Bitcoin. Exactement. Exactement. Donc ensuite, tu peux dire, tiens, aujourd'hui, tu peux restaker du wrap BTC, donc du BTC wrappé sur Ethereum, via Symbiotic et Eigenlayer. Parce qu'eux se sont dit, ah ouais, mais en fait, Babylon nous a expliqué qu'il y avait un marché de restaking sur Bitcoin. Donc comme il existe du wrap Bitcoin sur Ethereum, on va permettre aussi de restaker ce wrap BTC sur notre protocole. Tu as aussi une autre variante qui est de dire, tu vas avoir des L2 sur Bitcoin, où tu vas les staker, donc tes BTC, sur la blockchain principale, et cette sécurité va aider à proposer donc un layer 2 qui va permettre de faire des transactions, et ces transactions vont être inscrites ensuite sur Bitcoin. Les transactions vont être beaucoup moins chères que si tu utilisais la blockchain Bitcoin directement. Ce layer 2, il peut avoir un écosystème DeFi, il peut avoir des applications, et les utilisateurs, en faisant de ces transactions, ils payent en BTC. D'accord ? Donc ton rendement sur les L2 Bitcoin, c'est du BTC. Alors que ton rendement, quand tu stakes tes BTC sur Babylon, c'est soit le Babylon token, soit des tokens d'une autre blockchain. Donc pourquoi je te parle de tout ça ? Parce que tu as 200 protocoles, ou peut-être plus, mais il y a énormément de protocoles qui se disent, tiens, on va créer un écosystème autour de Bitcoin, on va réutiliser la sécurité de Bitcoin pour pouvoir faire une application DeFi, utiliser ou déployer une application décentralisée, ou sécuriser d'autres blockchains, comme c'est le cas de Babylon. Il y a peu de propositions sérieuses, à mon sens. Il y en aurait 5 ou 10 de très sérieux. Babylon en fait partie. Mezzo, par exemple, sur les L2, ou Botanix sont d'autres propositions intéressantes. Et il faut, en tant qu'utilisateur, vraiment regarder le risque, comprendre d'où vient la récompense. Est-ce que c'est du BTC ou pas ? Si c'est pas du BTC, d'où viennent la récompense de ces chaînes ? Qui fait cette chaîne ? Quel est le risque ? Et puis, le dernier point, c'est que souvent sur le Bitcoin staking, aujourd'hui, c'est quasiment pas supporté sur la plupart des plateformes. Donc, par exemple, si tu veux utiliser du Babylon sur Ledger, déjà, je crois que tu peux pas. Et en plus de ça, même si c'est pas Ledger, ça peut être par exemple du Core Chain Core DAO, qui est une autre proposition intéressante. Tu vas pas pouvoir redeem. Tu peux avoir staké, mais tu peux pas unstaker, tu vois. Ce qui est quand même problématique. Complètement. Mais en gros, ce que je dis, c'est que Babylon, quand même, c'est peut-être la première brique pour avoir un écosystème DeFi un peu plus important sur Bitcoin. Et on a besoin de cette brique-là pour aller peut-être un peu plus loin, pour pas que la DeFi potentielle sur Bitcoin coûte trop cher, quoi. Ouais, et puis théoriquement,
Bitcoin, c'est le plus gros asset dans la crypto en termes de valeur. Je rentre pas dans le débat de la sécurisation et de la décentralisation versus Ethereum. Ça, c'est un gros débat. Mais en tout cas, de fait, c'est l'asset le plus important en termes de valorisation dans la crypto. Et donc, cette idée que tu puisses réutiliser sa sécurité pour créer un écosystème DeFi autour, ou créer en fait un écosystème décentralisé autour de Bitcoin, est quand même extrêmement intéressant. Et donc, on a parlé de Symbiotic, de Babylon, d'Eigenlayer. Est-ce que tu vois un espèce d'agrégateur se positionner un peu on top de ces plateformes-là pour optimiser, on va dire, ton risk-taking sur ces différentes plateformes? Ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a une startup française qui s'appelle Byzantine Finance, Gaia, que je croise un peu partout dans le monde. Donc, si tu veux l'inviter un jour dans ton podcast, n'hésite pas. Qui crée des vaults en fait au-dessus des différents protocoles de risk-taking pour pouvoir effectivement permettre à des stratégistes de rebalancer le risque et d'avoir des stratégies un peu plus complexes, de dire tiens, je vais mettre X% de mes fonds sur Symbiotic, X% sur Eigenlayer, X% sur Babylon. Donc ça, effectivement, je pense que c'est une approche d'avoir un protocole décentralisé qui permet de l'agrégation. Nous, on va offrir sûrement des offres d'agrégation demain pour nos clients, qui soient via smart contract ou pas d'ailleurs, ou via API. Donc oui, je pense que tu as, au même titre que tu as de l'agrégation dans le swapping, tu vois, One Inch, c'est de l'agrégation via tous les swap providers, ou Li-Fi d'une manière un peu différente. Au même titre que tu peux avoir de l'agrégation dans le lending borrowing, nous c'est ce qu'on offre. On offre de l'agrégation en fait pour Kin DeFi. En fait, c'est un produit qui permet de proposer pour une plateforme une sorte d'agrégation de toutes les offres de prêts et d'emprunts dans la finance décentralisée. Tu auras aussi de l'agrégation sur le risk-taking. Le dernier point, excuse-moi, j'ai peut-être été un peu long, mais en fait, soit tu peux avoir des stratégies qui sont uniques, ou tu peux avoir des index. Tu vois, tu pourrais dire, tiens, en fait, je m'expose à l'index risk-také des 10 plus gros AVS. D'accord, pour spreader mon risque, en fait. Ça, ce sont des offres qui existent évidemment dans le marché action, marché obligation. Ce sont aussi des offres qui vont exister dans le marché du risk-taking. Et qui les créerait? C'est plutôt des Eigenlayer, Symbiotic qui les créerait directement Je pense pas. En tout cas, pas au début. Ce serait plutôt des couches de protocoles. D'accord, c'est une surcouche. Ou de l'agrégation en fait, d'acteurs régulés. Donc c'est une surcouche, effectivement, d'abstraction. Un ETF par exemple, ou un ETP provider, il pourrait créer cette couche régulée d'agrégation. Un autre point intéressant, il y a eu des hacks de Symbiotic et de Eigenlayer récemment. Alors on parle pas de hacks de protocole, des hacks de smart contract, c'est plus des hacks, on va dire, de phishing. Le premier, c'est pour Eigenlayer, il y a eu 5,7 millions de dollars hackés. Alors c'était le hacker a exploité en fait la fuite d'un échange de mails entre un investisseur et l'équipe d'Eigenlayer, et je crois qu'il a demandé, il a envoyé un mail à Eigenlayer. J'ai pas les dessous de l'histoire, mais en tout cas, il a réussi à gagner de l'argent comme ça. Le deuxième, c'était Symbiotic, le 5 octobre dernier, qui a été hacké. Son compte Twitter a été hacké, et donc les hackers ont mis un lien, on fait la promotion d'un scam pour récupérer des fonds. Alors, bien sûr, il n'y a pas eu de hack de smart contract, mais bon, toi, t'en penses quoi de ces hacks-là, sachant que c'est des hacks qui auraient pu survenir avec n'importe quel protocole DeFi, mais c'est vrai que moi, je me dis quand même, c'est des protocoles qui ont quand même des grosses TVL actuellement. Est-ce qu'on est sûr, tu vois, qu'ils sont à l'épreuve des balles, que demain, il n'y a pas de risque justement de smart contract? C'est clair que c'est pas la même typologie de hack. Si tu avais un hack sur le smart contract, tu aurais une énorme partie des fonds, je pense, qui seraient withdrawal, qui seraient enlevés des protocoles pour des raisons assez évidentes. Et puis évidemment, ça serait des arguments sur tiens, regardez, le risk-taking c'est risqué, parce que c'est risqué à travers le smart contract. En tout cas, il y a un risque de smart contract du protocole, il y a un risque des AVS et du risque systémique du nombre d'AVS qui est
qu'on utilise pour proposer des récompenses sur un protocole de risk-taking. Et donc, en l'occurrence, je pense que c'est du phishing. Effectivement, le phishing, il faut faire attention. Tu l'as dans toute la DeFi. Et il faut toujours vérifier 2 fois l'adresse, la page à travers laquelle on envoie. Il y a aussi de plus en plus des offres qui essaient d'apporter une sorte de prévention au phishing. Donc, par exemple, je sais qu'en France, tu as Nefture, qui est une société qui travaille avec les wallets ou les custodians pour éviter que tu puisses te faire ficher ou qu'on puisse t'alerter en fait, de la véracité d'un contrat ou pas sur lequel tu pourrais interagir. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à part faut faire attention quoi. Yes. Et mais en tout cas, c'est aucun des gros protocoles de risk-taking n'a été hacké pour l'instant, donc c'est important de le rappeler. Il y a un autre point que je voudrais aborder, tu vois, c'est les plateformes type Spectra et Pendle qui est le leader sur ce marché-là. Alors, c'est un peu complexe, on va essayer de schématiser ça. L'idée, c'est quoi? C'est que ces protocoles-là, ils font la différence entre le yield généré par ce token, du token en lui-même. Donc on va avoir le principal token qui est la détention du token, la propriété du token, du yield token, donc le yield qui va être généré par ce token. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont utilisé ces plateformes-là pour gagner des points sur des protocoles de risk-taking type Eigenlayer, etc. Est-ce que tu penses que ça, de toute façon, c'est une trend qui va durer ou pas, parce que c'est assez court-termiste et opportuniste, ou c'est quoi ta position là-dessus Surtout qu'en fait, maintenant que tu me poses la question, ça me fait penser que normalement tu pourrais, à mon avis, demain aller directement vers le protocole Eigenlayer plutôt que de passer par Pendle. Je m'explique. C'est-à-dire que j'imagine, j'ai pas en l'occurrence, je crois, le cas spécifique, mais j'imagine qu'ils sont des utilisateurs dans la finance décentralisée ont utilisé Pendle pour pouvoir accumuler des points sur Eigenlayer sans risk-taker de l'Ethereum. Parce qu'à l'époque, tu pouvais que risk-taker de l'Ethereum. Et donc, par exemple, en utilisant de l'USDC, en allant emprunter de l'Ether ou du STETH, qui te donne un rendement en l'occurrence, et derrière d'aller le risk-taker, ou d'aller risk-taker cette position de STETH ou d'Ether. Aujourd'hui, dans la plupart des protocoles de risk-taking, en tout cas, c'est le cas chez Eigenlayer et c'est le cas chez Symbiotic, tu peux risk-taker tout un tas de ERC20, pas seulement que de l'Ether. Pas seulement que du STETH. Donc, à mon avis, c'est assez court-termiste de penser que tu passerais par un autre protocole pour pouvoir risk-taker n'importe quel ERC20. Ouais, c'est juste tant qu'il y avait ce système de points, ça fonctionnait, mais maintenant, ça ne le sera plus, quoi. Exactement, ouais. Ok. Et toi, tu penses que c'est quoi le rendement qu'on peut gagner avec le risk-taking? C'est-à-dire qu'on a dit que sur Ethereum, à peu près, là, le rendement lié au staking, c'est à peu près 3% annuel, de 3%. Avec le risk-taking, tu penses qu'on peut monter à combien? Après, il y a différentes stratégies, différents niveaux de risque, mais en gros, c'est quoi la fourchette haute, la fourchette basse? Ouais. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Bien sûr. Mais disons aux dernières informations que j'ai pu recevoir, donc 3% sur Ethereum, ça c'est public. Évidemment, ça peut fluctuer plus ou moins selon les transactions, comme on l'a expliqué dans un épisode précédent. Yes. Sur le risk-taking, par exemple sur Eigenlayer, me semble-t-il, l'inflation pourrait proposer un rendement additionnel de 1,8 à 2%, donc 3% plus 1,8 ou 2%, 4,8 ou 5% au total. Au total, mais ce qui n'est pas beaucoup, parce que je me dis par rapport au niveau de risque-prix, je me dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pour moi, la réponse est clairement non. Tu as des choses qui sont à mon sens pas logiques, c'est-à-dire que tu pourrais risk-taker aujourd'hui sur Eigenlayer un Ethereum qui soit allié ou lié à un opérateur, mais qui ne soit pas lié à un AVS. Ok. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, tu n'aurais pas forcément, tu aurais le risque du smart contract de Eigenlayer, tu n'aurais pas le risque du slashing parce que en fait, on te pousse à risk-taker sans même forcément choisir une stratégie et tu vas aller quand même choper ces 1,8-2%. Pourquoi? Parce que d'où ils viennent ces 1,8-2%, c'est des Eigen tokens en fait pour l'instant. Comme tu n'as pas de récompenses qui viennent des autres protocoles que tu sécurises, en fait c'est Eigenlayer, c'est Symbiotic, c'est Babylon qui te disent nous on a un token et on va aider à augmenter ces récompenses en te donnant notre propre token de manière récurrente. Pas avec un système de points en one shot. Par contre, effectivement, voir le risque, dès lors que tu vas avoir du slashing, et à mon avis, c'est pour ça que soit le slashing va être mis le plus tard possible,
ou alors tu vas continuer à avoir en fait des boosts de récompenses avec le token du protocole de restaking qui te permet de restaker, parce que tu peux te poser la question du risque et des récompenses que tu as en retour. Ouais. Mais tu prends quand même le risque du protocole derrière que tu sécurises. Enfin voilà, tu prends quand même le risque d'un protocole qui n'est pas très connu, qui peut faire un peu n'importe quoi, de te faire slasher tout ça pour 2%. C'est vrai. On ne peut pas espérer beaucoup plus. Parce que, enfin, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies un peu dégènes, on en parlait tout à l'heure, dire, OK, bah, avec un collatéral, tu vas sécuriser 10 applications différentes. Ouais. Et est-ce que là, du coup, tu vas monter, je sais pas, à 20% par exemple Si, tout à fait. Bah, en gros... Alors, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement ce que je dis, mais je dis juste, quitte à prendre du risque, autant le prendre franchement qu'il y ait du rendement. Parce que moi, je me dis, prendre un risque sur une application pour 2%, je sais pas si ça vaut le coup. Alors, je me dis, bah, si ces 10 applications-là, elles ont le même niveau de risque, bon, après, j'ai 10 fois plus de chances qu'il y ait un problème avec une de ces applications-là, mais en fait, ouais, je sais pas. C'est juste, je me dis, autant avoir le rendement qui va avec le risque pris. Ouais. Et ça se passera, à mon avis, pas au niveau de l'opérateur, parce que tu vas avoir de plus en plus, à mon sens, un design qui permet d'avoir une stratégie par opérateur. C'est-à-dire, en fait, Kin A qui fait une stratégie, Kin B qui fait une autre stratégie. Par contre, ça va venir au niveau du curateur, du stratégiste, qui, lui, via des vaults, va dire, bah tiens, en fait, je mets sur Kin A plus Kin B, et je stack un peu ce rendement pour apporter des stratégies qui sont plus risquées et qui peuvent augmenter jusqu'à 10, 15, 20, 30% selon l'appétence au risque des utilisateurs. Et donc augmenter, en fait, utiliser un collatéral pour plein de stratégies et pas juste pour plein d'applications et pas une seule application. Exactement. Et on pourrait imaginer une espèce d'effet de levier. Alors moi je compte l'effet de levier, mais je me pose la question, est-ce que techniquement c'est possible de faire de l'effet de levier? C'est-à-dire qu'avec un Ether, tu vas sécuriser l'équivalent de ce que tu aurais pu sécuriser avec 2 Ethers en fait. Ouais, tout à fait. En fait, déjà, tu pourrais... tu pourrais évidemment faire des effets de levier. Alors après, en fait, avec un Ether sécurisé, ce que tu pourrais faire avec 2 Ethers, je pense pas que ce sera possible au niveau du protocole. Ça, il va y avoir des garde-fous. Par contre, le faire via d'autres vaults, qui sont à l'extérieur du protocole, d'autres protocoles qui te permettent de faire des effets de levier. Ça, tu pourrais, à mon avis, complètement le faire, parce que tu aurais une position de restaking A avec des effets de levier et qui te permettrait en fait de transférer ces effets de levier sur un autre vault, en fait, tout simplement. Parce que à partir du moment où tu rends liquide les positions d'un vault, tu pourrais effectivement staker ce que tu pourrais faire avec 2 Ethers seulement avec un Ether. Ok. Mais ce qu'on est en train de dire, et c'est un peu ma prochaine question d'ailleurs, c'est de dire que, est-ce qu'on peut, et moi je trouve que c'est peut-être le risque du restaking, mais je suis pas sûr d'avoir compris à 100%, tu vois, on va dire les petites subtilités du restaking, mais en gros, est-ce que par exemple, tu restakes une application A, est-ce que tu peux utiliser cette position, de restaker la position A, l'application A, pour... en fait, restaker cette position, tu vois. En fait, avoir une espèce de restaking à l'infini, de faire des boucles. Ouais. Le but, c'est que les protocoles de restaking vont faire en sorte que tu puisses éviter de faire ça. Ouais. Parce que c'est beaucoup trop risqué pour leur protocole. Ouais, parce qu'il pourrait y avoir l'effet cascade dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Mais donc, c'est eux qui vont mettre ce garde-fou-là, mais techniquement, ce serait possible. Techniquement, c'était possible. Il est possible que... Parce qu'en fait, à partir du moment où tu sépares cette fonction d'opérateur et cette fonction de stratégiste, ou cette fonction d'une société dans la DeFi ou d'un protocole dans la DeFi qui fait du management actif de position, normalement tu devrais pouvoir éviter ces garde-fous. Et de toute façon, je pense que tu sais, par exemple, Eigenlayer, me semble-t-il, ont un risk committee, council. Donc tu vois, ils ont quelques personnes qui se rencontrent ou alors la DAO qui vote. Mais en tout cas, ces quelques personnes sont là pour pouvoir éviter qu'il y ait des risques systémiques dans le protocole. Et à mon avis, ce comité va faire en sorte que tu puisses éviter de stacker 10 AVS, 20 AVS, 30 AVS, ou alors de faire des effets de levier à 10, 20, 50, 100 directement sur le protocole. Encore une fois, est-ce qu'il ne sera pas possible de faire des leviers avec d'autres protocoles qui seront au-dessus de Eigenlayer, de Symbiotic, de Babylon?
welcome to DeFi, quoi. Ouais, tout est possible. Tout est possible, c'est des smart contracts. On en revient un peu à cette guerre, mini-guerre que j'ai d'ailleurs un peu suivi, mais pas beaucoup, sur Twitter entre Morpho et Aave, où Morpho qui utilisait en fait la liquidité d'Aave pour optimiser en fait le rendement de certains utilisateurs, au lieu d'utiliser Aave en direct, utiliser Morpho. Avec le Morpho Optimizer. Exactement. Et donc Aave qui a tenté de faire certaines mises à jour pour que on va dire ce optimizer ne soit moins optimisé, et pour potentiellement ramener en fait des utilisateurs vers le protocole. On reste en finance décentralisée, c'est des smart contracts, tout ça est ouvert. Et à mon avis, ça va être compliqué de complètement bloquer en fait des protocoles au-dessus des protocoles de risk-taking qui proposeraient l'effet de levier. Ouais, ce que je dis en fait, c'est que c'est pas possible de décider de bloquer par exemple un utilisateur pour qu'il puisse développer telle application par-dessus. Ouais. La seule chose que tu peux faire, c'est éventuellement mettre à jour le code de ton application pour dissuader ou pour rendre ça plus complexe, mais en aucun cas tu peux l'empêcher. Ouais, en fait, ce que tu peux faire, c'est faire en sorte qu'un opérateur puisse avoir des stratégies qui ont un nombre d'AVS limité. C'est-à-dire en fait qu'avec le même collatéral, on puisse risk-staker via le protocole de risk-staking sur un nombre limité d'AVS. Okay. Ça c'est ce que Aguilin est en train de faire, c'est sans doute ce que Symbiotic va faire, c'est sans doute ce que Babylon va faire. Okay. Ce que tu ne peux pas faire, c'est qu'à partir du moment où tu as une stratégie A, une stratégie B, une stratégie C qui sont limitées au niveau du protocole de risk-taking, permettre à un autre protocole au-dessus de prendre ces trois positions, de les leverager et ensuite d'en faire un produit structuré avec des rendements plus élevés, tu vois, welcome to DeFi. Exactement. Et ouais, non, ça marche. Tu penses d'ailleurs, c'est quoi, pour toi, l'avenir du risk-taking? Ça va être quoi les prochaines évolutions? Je pense qu'il faut commencer à avoir du volume sur ces AVS. On a besoin d'utilisateurs, on a besoin de cas d'usage. Ensuite, le slashing va arriver, potentiellement d'ailleurs avant les utilisateurs, ce qui serait très probable. Ouais. Donc ça va apporter une notion de risque, mais si la récompense n'est pas soutenable, ça ne sera pas soutenable dans le long terme, et donc on aura mis la charrue, mais on sera toujours dans l'attente des bœufs. Ouais. Donc c'est un peu expérimental. Pour l'instant, les gens, les investisseurs, les utilisateurs misent sur le succès des game layers, mais les points pour l'instant sont créés sur une potentielle création de richesse à venir du protocole. Exactement. Ouais. Et dans le court et moyen terme, les récompenses viennent du token du protocole, et donc de la valeur que les utilisateurs donnent à ce protocole sur le long terme. Mais effectivement, ça peut arriver pendant 1 an, ça peut arriver pendant 2 ans, mais à un moment, il faut qu'il y ait une récompense soutenable. Complètement. Et dernière question, toi, c'est quoi ta stratégie aujourd'hui en termes de risk-taking? Ouais, nous, en fait, notre but, c'est vraiment d'accompagner tous nos clients sur ces offres. Ensuite, c'est à eux de choisir en fait le risque et la patence au risque qu'ils souhaitent offrir à leurs clients, donc un wallet, un custodian, un échange. Et soit ils peuvent, si c'est un échange, ils vont vouloir l'offrir via API, parce qu'ils ont des offres custodiales, ils n'ont pas besoin d'utiliser nos smart contracts. Si c'est un wallet, aujourd'hui par exemple sur Ledger, tu peux staker n'importe quel montant d'Ethereum. Tu peux restaker même via notre application, via la Ledger Marketplace, tes liquid staking tokens. Okay. Et demain, tu vas pouvoir staker n'importe quel montant d'Ethereum et ils seront restakés instantanément, donc via nos offres. Donc tu vois, c'est tout un type de fonctionnalité qu'on essaie d'adapter sur tous nos produits pour que nos clients puissent exposer leurs clients à du restaking. Ça marche. Et toi, à titre perso, du coup, j'imagine que tu t'exposes à travers les stratégies de je sais pas, de via Kiln, Eigenlayer, c'est quoi les... Ouais, moi j'ai farmé un peu du point, que ce soit sur Eigenlayer et Symbiotic. J'aime beaucoup d'ailleurs l'équipe Aguilera, mais aussi Symbiotic que je connais depuis très longtemps, Félix, Micha, je ne sais pas s'ils écouteront ce podcast, mais on les embrasse. Et sur tout ce qui est Bitcoin restaking, pour l'instant je ne me suis pas trop exposé parce que tu n'as pas encore de flow de staking, unstaking, donc de liquidité, mais même de liquidité à 7 jours ou quelle que soit la liquidité du protocole qui soit supportée
sur les plateformes. Donc, par exemple, sur Ledger, quand tu stakes du Corda ou du Corchain, tu peux pas unstaker. Ok. Sur Babylon, je crois que tu peux même pas staker parce que ça demande en fait un travail technique à ces plateformes pour pouvoir supporter les signatures en Schnorr, whatever, de pouvoir utiliser ce protocole. Donc, en attendant un écosystème plus mature, pour moi, d'aller restaker mes bitcoins, je vais attendre. Ok, ça marche, ouais. C'est ce qu'il y a de plus sage à faire. Exactement. Ça marche. Merci beaucoup, Laszlo. C'était un plaisir. Je pense que le risk-taking maintenant est beaucoup plus clair. Enfin, j'espère que je ne vous ai pas perdu. parce que moi, en m'écoutant, j'ai l'impression que... Non, mais c'est un sujet en fait qui est très complexe. Donc, on essaie de le rendre le plus accessible possible. Mais c'est vrai que bon, dès qu'on est sur des projets DeFi, de toute façon, ça reste des sujets assez complexes. Mais voilà, j'espère que ça a beaucoup de valeur ajoutée pour la communauté, pour mieux comprendre ces sujets-là. Et après, je pense que la meilleure des choses, peut-être, c'est d'expérimenter peut-être le risk-taking, mais encore une fois avec des tout petits montants, ou juste de lire les documentations des projets en question pour mieux comprendre les tenants aboutissants, comment ça fonctionne, les roadmaps aussi. Ouais, essayer de comprendre dans le détail quelles sont les équipes, comment elles sont financées, qui sont les fondateurs du projet, quel est le flow des fonds, et d'où vient la récompense. Et quel est le risque, évidemment. Mais le risque, il est vraiment lié à tout ce que je viens de dire au préalable. Et d'où vient la récompense? Est-ce que vous gagnez des bitcoins? Est-ce que vous gagnez des tokens natifs? Et puis, à vous de jouer. Yes, ça marche. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laszlo. Merci à toi.